Cette exposition, on a voulu la faire d'abord parce que l'Observatoire des armements, créé en 1984, a donc 40 ans cette année. Et c'était une manière d'aller vers le grand public et toucher d'autres gens avec d'autres modes d'expression que le mode d'expression traditionnel de l'Observatoire depuis 40 ans, qui est un mode d'expression à travers les écrits, les interpellations des élus, des journalistes, des médias au sens large. Là, c'était pour toucher un autre public et l'interpeller à une période où la guerre est revenue dans le discours politique en France. L'Observatoire des armements, donc c'était pour jouer sur le jeu de mots. Quand on l'écrit, l'Observatoire des armements, et ça donne l'Observatoire des armements quand on le dit de manière rapide. Mais c'est à la fois un jeu de mots et ça indique quand même dans quelle direction on va. Donc on a voulu créer cet observatoire qui au départ s'appelait Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits, pour justement, dans une période où il n'y avait pas de débat en France sur ces questions-là, sur les questions de défense militaire, d'armement nucléaire, de transfert d'armement, alors que la France joue un rôle extrêmement important dans ce domaine-là. Il faut le rappeler, la France est second exportateur au niveau mondial. Donc si on ramène par habitant, par Français, Françaises, on est les premiers. On est devant les États-Unis. Les parlementaires ne discutent jamais de ces questions. La société civile, encore moins. Quand il y a des ventes d'armes, c'est toujours présenté comme ça apporte de l'emploi, c'est très bien pour les finances, mais jamais à quoi servent ces armes, contre qui elles sont utilisées. Et le second axe, c'est autour de l'armement nucléaire. La France est aussi la 4e puissance nucléaire dans le monde. C'est quelque chose qui, au niveau budgétaire, est énorme. Pendant qu'on dépense de l'argent pour ça, on ne le dépense pas pour les biens communs, on va dire, santé, éducation, etc., qui sont des facteurs de paix. Alors que l'armement nucléaire est facteur d'insécurité au niveau mondial. La prolifération, etc., ça demanderait bien sûr de reprendre tous les arguments, mais c'est un facteur d'insécurité. Et là encore, on parle toujours de consensus sur l'arme nucléaire. Il n'y a jamais eu de débat politique sur l'arme nucléaire en France. Quelle est cette œuvre énigmatique avec du papier millimétré ? J'ai essayé de me représenter 8 milliards de personnes. Et 8 milliards, c'est vrai qu'on n'arrive pas du tout à se représenter. 8 milliards de millimètres carrés, ça représente quoi ? Et j'ai voulu le placer sur la place Bellecour. Alors, j'ai situé aussi après avec les mètres carrés pour que les gens imaginent un petit peu ce que ça pourrait être. Avec un mètre carré, je dis, bon, dans le texte, c'est un peu plus confortable pour un être humain d'être dans un mètre carré. C'est très ironique, bien entendu. Et alors, quel est le rapport avec l'armement ? Il peut y avoir un événement qu'on n'imagine pas, nous, à Lyon, puisqu'on est très privilégiés. C'est toujours quelque chose de loin, d'extérieur, des actualités qui ne nous concernent pas. Mais si à un moment, donc, la guerre pouvait malheureusement rejoindre notre géographie, à ce moment-là, donc, on pourrait imaginer que les gens donc, se réfugient dans un endroit. Ils sont obligés, parce qu'on le voit malheureusement aujourd'hui. On le voit par exemple, je ne sais pas, à Gaza, par exemple, l'exemple le plus évident. Les gens qui sont resserrés dans une frange géographique extrêmement petite. Il y a énormément de gens, et ailleurs, bien entendu. Donc là, on essaye d'imaginer, nous, dans notre situation privilégiée, ce que pourrait être, effectivement, cette concentration de population. Les soldats sont techniquement, ils sont animés par en fait les vibrations d'un haut-parleur, par un son grave, très grave, qu'on perçoit un peu mais à peine. Et du coup, ces soldats sont animés par la vibration. Mais la vibration n'est pas toujours la même en fonction du son qu'il y a. Et donc, ils n'ont pas les mêmes mouvements. Il y a 3 textes. Un texte où il est question de la falsification du mot ville, notamment une ville en guerre, qui n'est plus rien en fait, qui est détruite, et dont on continue à dire qu'il y a une ville. Or, il n'y a plus de ville. Il y a, c'est un truc sur des formes de falsification liées notamment au traitement de l'information, on va dire. Mais c'est des textes poétiques, c'est pas des textes théoriques. Et alors, depuis 40 ans, quel a été le résultat ? Parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que la France ait arrêté de produire des armements. Non, la France est toujours très impliquée dans le domaine nucléaire et fait reposer sa place dans le monde sur le militaire. Mais quand même, au bout de 40 ans, il y a eu des avancées dans les 2 domaines.
Au niveau des transferts d'armement, il y a eu déjà de la transparence. Avant, on ne savait pas à qui la France vendait des armes. Maintenant, il y a un rapport qui est fait au niveau parlementaire. Donc, tous les parlementaires sont au courant de ce que vend la France à quel pays. Et donc, du coup, peuvent s'en saisir. Et les citoyens aussi. Et surtout sur l'armement nucléaire, où on a obtenu des avancées, la France, pour mettre en place son arsenal nucléaire, a procédé à des essais nucléaires, des explosions nucléaires en grandeur nature. Elle en a fait 210 qui ont été faits en partie dans le Sahara algérien, du temps où la France occupait l'Algérie, et la majeure partie dans la Polynésie française, donc c'est-à-dire de l'autre côté de la Terre. Des bombes qui représentaient la plus forte 170 fois celle d'Hiroshima, pour se donner un ordre de grandeur, a des conséquences, bien sûr, au niveau de l'environnement, mais surtout au niveau sanitaire, à la fois pour les populations qui habitent aux alentours. On parle du Sahara algérien, du désert. Non, il y avait des villages qui étaient à côté des lieux d'explosion. Et donc, avec des gens qui habitaient dedans. En Polynésie, c'est pareil. Il y a eu des explosions, et ça a pu être démontré après par notre travail, où le nuage issu de l'explosion a recouvert toute la Polynésie. Parce que les vents, ils ne font pas ce qu'on veut. Même si, voilà, donc le nuage est parti avec des retombées radioactives au-dessus des populations. Et donc, nous, on s'est battu dès la création de l'Observatoire, donc à partir des années 90, pour faire reconnaître cette question-là. Parce que ça ne faisait pas partie du débat public. Le texte, enfin, la position du gouvernement, c'est de dire on a pris toutes les précautions, nos essais sont propres. Et nous, on a fait un gros travail de ce côté-là pour montrer que les essais, non, ils n'étaient pas propres. Et quelle que soit la quantité de radioactivité qui retombe sur les gens, ça a des conséquences en termes de développement des cancers, de manière voilà, un peu caricaturale, mais c'est vraiment de cet ordre-là. Et donc, ce qui a permis, au bout d'une bonne vingtaine d'années, les 20 premières années, 90 jusqu'en 2010, d'obtenir une loi d'indemnisation et de reconnaissance des victimes des essais nucléaires par le gouvernement français. Donc ça a été vraiment une bagarre parce qu'il ne voulait pas reconnaître que ces essais avaient pu attenter à la sécurité de sa population au niveau sanitaire, bien évidemment. Donc voilà, ça a été vraiment un travail qui a été important, qui se poursuit parce qu'obtenir une loi, c'est une forme de victoire, bien évidemment, mais après, il faut que la loi soit mise en œuvre et permette d'indemniser réellement les victimes. Et ça, c'est un travail qui continue encore, parce que la loi, donc 2010, on est en 2020, donc 2024, même 14 ans, il n'y a eu que 1000 personnes qui ont été reconnues comme victimes des essais nucléaires, alors que la réalité, ça se compte en dizaines de milliers de personnes. Et donc, il y a encore tout ce travail qui est en train de se faire pour arriver à ce que le maximum de victimes soient reconnues et indemnisées.